Bonjour, chers amis de francophones de France, de Belgique et du Canada. J'aimerais que vous me disiez un peu, on va vous demander à chacun de réagir à tout ce qui s'est passé après la mort de George Floyd aux États-Unis, tout ce mouvement qui est à partir de là, ou qui est déjà parti depuis quelques années d'ailleurs, sur le Black Lives Matter, sont sur l'idée que les Noirs ne sont pas considérés, qu'ils existent en tant que personnes humaines aux États-Unis. En tout cas, c'est un vrai problème. On a vu que ce problème a débordé dans le monde entier. Il y a eu des manifestations en France et dans beaucoup de pays européens. Donc, j'aimerais vous demander d'abord comment vous avez vécu, comment vous ressentez, comment vous comprenez ces grandes manifestations à la suite de ce meurtre donc de cet homme aux États-Unis. Peut-être on commence par Léa. Oui, d'accord. Ben, alors, je pense qu'il y a vraiment plusieurs fils dans ces grands événements de société. Et le danger quand il y a des événements qui sont tellement riches, c'est de faire des amalgames entre les différents tenants et aboutissants de ce sujet. Donc, je pense que déjà, c'est bon de réaliser qu'il y a une grande différence culturelle entre les États-Unis, la France. C'est aussi une même humanité, donc il y a des choses aussi qui sont transversales. Donc le racisme étant un problème global, ça existe évidemment aux États-Unis, ça existe en France, ça existe dans tous les coins du monde, mais ça a des formes différentes parce que nos institutions sont différentes, nos cultures sont différentes, notre langage aussi est différent et donc la manière de structurer le problème même est différent. Donc, je pense que on est un petit peu sur la tangente. On a vu grâce aux réseaux sociaux depuis les quatre coins du monde. Donc, par exemple pour moi depuis la France, ce qui s'était passé aux États-Unis, et ça a fait forcément écho à des choses que nous-mêmes on a vécues. Un des parallèles les plus importants qui a été fait notamment ces 2 dernières semaines, ça a été entre l'affaire George Floyd et l'affaire Adama Traoré. Et il y a des choses qui sont similaires. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut aussi penser aux choses qui sont différentes et que voilà, le langage utilisé quand on va parler de suprématie blanche, de blanchéité, donc tout ça qui sont des concepts fondamentaux un petit peu aux États-Unis dans cette question du racisme, si on les importe comme ça dans notre culture et qu'on dit bah oui, c'est la même chose, regardez nous ce qu'on a vécu avec Adama Traoré, ou c'est la même chose de ce qu'on vit avec la police quand il y a des affrontements, bah, je pense qu'il y a un danger en fait de gommer les différences culturelles qui existent et en les gommant, d'empêcher de vraiment parler du vrai problème et d'empêcher de parler qu'est-ce qu'il y a dans nos institutions, dans la police française et dans la police états-unienne, qui n'est pas la même police. Qu'est-ce qu'il y a dans ces institutions qu'on peut chercher à régler, à discuter, à rédimer aussi pour arriver à une solution. Donc voilà un petit peu à chaud, je pense, c'est deux choses que j'aimerais dire. Oui, il y a des choses similaires. Le racisme, c'est vraiment un problème global. Mais il y a aussi des choses qui sont individuelles à chaque culture et qui vaudraient le coup de traiter telles quelles. Alors, moi, je trouve ça assez fascinant parce que, enfin, l'année 2020 est vraiment particulière. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Je pense, alors il y a tellement d'angles, Léa l'a dit, selon lesquels aborder ce problème. Je vais en parler de deux. Je pense que il y a cette crise ou cette sorte de mobilisation mondiale contre le racisme et la brutalité policière. Elle dit quelque chose de la connectivité de notre planète, le fait que en fait, les gens se mobilisent sur base de vidéos qu'ils ont vues, des vidéos qui ont été tournées sur des téléphones portables, puis mis en ligne sur les réseaux sociaux et diffusées sur les réseaux sociaux, qui ont des informations qui arrivent directement chez la personne. Le choc de l'image aussi, le fait que les gens réagissent sur base d'images qu'ils ont vues. Le fait aussi qu'il y ait une mobilisation qui dépasse la communauté afrodescendante de par le monde. Aux États-Unis, ce ne sont pas que des Afro-Américains qui manifestent. Clairement, en Europe, ce ne sont pas que des Africains qui manifestent. Donc il y a une sorte de prise de conscience planétaire de comment dire, l'interdépendance entre les droits et libertés de tous les citoyens, Mais ce quand qui même, en soi est une belle chose. pourquoi maintenant quand même? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a déjà eu des meurtres comme ça aux États-Unis. Oui.
Il y en a chaque semaine, Oui. malheureusement. Oui, Ouais, oui, ouais, oui, ouais, c'est ouais, quelque ouais. chose, comme je l'ai dit récemment, c'est pas le dernier, c'est pas le premier, c'est probablement pas le dernier incident de cette sorte, malheureusement. Mais je pense que là, il y a une conjonction de diverses choses. Je pense que là, les images étaient particulièrement incriminantes, puisque c'était une longue séquence où on voit quelqu'un qui est étouffé pendant 9 minutes, qui se plaint, euh, qu'il n'arrive plus à, qu'il suffoque, hein, qui n'arrive plus à respirer. Il y a vraiment cette Mhm. brutalité, cette cruauté du policier qui est agenouillé sur lui. C'est quand même difficile à tenir. Et en fait, je n'ai entendu personne défendre ce policier, qui que ce soit. Même les personnes qui sont souvent critiquées pour leur manque de, de poigne contre le Mhm. racisme. Même Donald Trump, en fait, hein, a dit qu'il était scandalisé, que c'était affreux. Mhm. Je pense aussi que le confinement a joué. Je Ah pense que oui, le oui. fait... Ben, je Ouais. pense que le- on sort là de 3 ou 4 mois où il y a une sorte de conscience planétaire Mhm, mhm, qui s'est matérialisée, où on se rend compte que la planète peut vivre les mêmes choses. Donc on se mhm, sent mhm, plus proche de ce qui se passe un peu aux 4 coins du monde, en particulier, soyons francs, dans le monde occidental. On se sent de plus en plus proches les uns des autres, mhm. et comme ça se passe aux États-Unis, il y a une connaissance, on a une bonne connaissance en Europe de la culture américaine de par l'industrie culturelle et du cinéma. Donc on réalise ce dont il s'agit, et même si donc on n'est pas américain, ben, on se sent un petit peu partie prenante de ce genre de combat. Donc Et ça en c'est même temps, un angle pour, d'analyse. excuse-moi, mais pour continuer un petit peu dans ta lancée, je pense que aussi ce confinement, ces 3-4 mois qui ont été un peu inédits pour l'ensemble de la planète, ça a pu aussi agir un petit peu en effet cocotte minute, Oui, parce que Ouais. on était confinés, on était chez soi, on était privé d'activités qu'on avait l'habitude de faire, notamment d'activités qui permettent d'expulser un petit peu oui, des choses qu'on pourrait recevoir dans les médias. Là, ça fait 4 mois à peu près que oui. on reçoit énormément d'images très violentes sur une pandémie mondiale qui nous coupe dans nos libertés, qui nous coupe même dans notre capacité de poser des mots sur les choses parce on est Mhm. enfermé. Et je pense que ça vient arriver à un moment où on est déjà fragile, où on est déjà, où on n'en Sensible, peut plus exactement. Mhm. Et donc c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, pour c'est en plus clair. Ben, venir réveiller des problèmes qui sont malheureusement vieux comme le monde, parce que le oui. racisme c'est pas nouveau, mais Mhm. qui en plus, même si de bien des manières nos sociétés ont aussi avancé, il y a des points positifs à célébrer, et en même temps on se dit pourquoi en 2020 on en est encore là. Oui, oui. Donc il y a vraiment un effet soupape, je pense. Et je pense aussi qu'il y a, euh, chez les Afro-Américains en particulier, et je pense chez les Afro-descendants ailleurs de par le monde, et les communautés minoritaires, en particulier dans les pays occidentaux, une volonté de se dire, écoutez, cette fois-ci on va taper du poing sur la table, il faut que ça change, il faut Mhm. qu'un message passe, il faut que des réflexions aient lieu. Et je pense que c'est la capacité de juste saisir le moment pour s'exprimer qui, euh, qui, euh, qui agit en forme de catalyse, en fait. Donc tout le monde se mobilise d'un coup. Ouais, excuse-moi, une question un peu personnelle. Tu parlais d'afrodescendant. Tu te sens, toi, un afrodescendant? Oui, Qu'est-ce que tout ça à veut fait. dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire être afrodescendant? Alors c'est familial et culturel. Ben, c'est Aimé Césaire hein, qui a bellement écrit sur le concept de négritude, le sentiment de se sentir appartenir à une communauté plus large de par l'expérience collective de membres d'une communauté, mais aussi certaines valeurs culturelles, certaines formes de célébration ou d'expression. Et c'est sûr que le mouvement panafricaniste, qui a été notamment sublimé par Aimé Césaire dans sa branche culturelle, démontre qu'il y a une sorte de sentiment de solidarité quelque part. Et moi, en tant qu'Africain vivant en Europe, donc je me considère comme belge, mais je me considère aussi comme africain. Je me sens proche, c'est un peu ce que j'ai exprimé dernièrement, je me sens proche de George Floyd parce que Mhm. je peux comprendre son expérience et son vécu d'une certaine manière.
Mais je suis pas, c'est pas simplement parce que je suis africain, c'est aussi l'expérience de quelqu'un qui appartient à un groupe culturel minoritaire dans un groupe culturel majoritaire qui est différent. Mhm. Et donc voilà, pour George Floyd ou pour les autres, que ce soit Breonna Taylor ou d'autres personnes qui malheureusement ont perdu la vie ces derniers mois, euh, il y a cette particularité de la sensibilité et de la compréhension de ce que c'est que d'être minorité et d'être aussi de culture afrodescendante en fait. Ouais. Du point de vue québécois ou du point de vue canadien-français, l'axe principal du racisme qu'on a connu historiquement, c'est au niveau linguistique d'abord. Donc, aux États-Unis, cette division-là, cette catégorisation-là, blanc-noir, ça date depuis les débuts de la colonie. Puis même, ça peut surprendre certains auditeurs français, mais encore aujourd'hui, aux États-Unis, quand tu remplis le recensement ou quand tu remplis n'importe quel formulaire, tu as une Mhm. case de race à Ouais. cocher. Hein. Tu dis, est-ce que je suis blanc, est-ce que je suis latino, est-ce que je suis noir, ce qui est étranger pour nous ici. Ouais. Euh, Qui est étranger pour vous au Canada aussi. ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc, vous n'êtes pas tout à fait américain quand même. Non, non, c'est ça. Là-dessus, non. Ce qui est tendu ici, c'est vraiment la manière que le phénomène s'est étendu au Canada anglais par rapport au Canada français. Le Canada anglais a été très rapide à adopter les catégories de white privilege, de white fragility, la fragilité des Blancs. En tout cas, tout l'appareil conceptuel qui nous vient ultimement de la théorie critique, mais qui nous vient de milieux universitaires euh, de gauche, influencés par le marxisme. Puis, dans le fond, tandis qu'au Québec, il y a eu vraiment une résistance. Le premier ministre disait non, il n'y a pas de racisme systémique ici. Bon, on s'est ravisé un petit peu, tandis que dans les institutions canadiennes anglaises, euh, ce qu'on voit en ce moment en Amérique du Nord, ça ressemble vraiment à la Reconquista d'une certaine façon. On a vraiment l'impression qu'il y a ce qu'ils disent en anglais un watershed moment. On passe à travers là, d'un bassin hydrographique à l'autre, puis à partir de ce moment-ci, il y a comme une certaine sorte de révolution culturelle qui est en train d'avoir lieu. Quand on suit la question des culture wars en Amérique du Nord, l'élection d'Obama, l'élection de Trump, maintenant on dirait que dans le monde anglo-saxon du moins, tout d'un coup, il y a un nouveau langage. Et comme la question du racisme, c'est là depuis longtemps, puis c'est bien qu'on en parle maintenant, mais pour la première fois, il y a vraiment tout un nouveau appareil conceptuel qui est adopté, un nouveau langage, puis on voit qu'il y a presque une panique dans nos élites médiatiques. Nous, on a vu, tant aux États-Unis qu'au Canada, plusieurs personnalités, des journalistes, des personnalités publiques, des carrières qui se font et qui se défont en l'espace d'un commentaire, d'une phrase mal Hmm. employée, d'un nouveau concept qui est mal Mhm. utilisé. Euh, on a l'impression que sur les médias sociaux, on a un phénomène de conversion de masse où là, les gens disent hashtag Black Lives Matter, sans ôter, hein, je tiens à dire, sans ôter la justification de décrier le problème du racisme en Amérique du Nord, mais il y a vraiment des confessions publiques, des grandes lettres d'autoflagellation, des autodafés. Là, on parle de films qu'il ne faut plus voir, de livres qui sortent des rayons, des statues qui sont déboulonnées, un ensemble de choses où là, on ne parle pas juste de racisme, on parle vraiment d'un nouveau écosystème de pensée euh, Une nouvelle orthodoxie quelque ben part. oui, puis moi ça me Mhm. rappelle un peu comme les conversions forcées des Juifs après la Reconquista ou des choses comme ça. Bon, ben, comment qu'on est catholique maintenant, on essaye, il faut pas que je dise la mauvaise chose parce que Hmm. je peux me faire, ça peut me coûter cher. Donc au Québec, il y a une grande sensibilité à cette question-là de ne pas importer une conceptualisation anglo-saxonne de la question du racisme. Puis quand on regarde la manifestation qui a eu lieu à Montréal, la majorité des pancartes, par exemple, étaient en anglais. Fait qu'on voit que c'est vraiment la communauté anglophone de Montréal qui a poussé ces questions-là. Au Québec, l'immigration noire est quand même relativement récente. C'est principalement une immigration haïtienne qui vient de réfugiés depuis le régime Duvalier.
Puis au Québec, ben, la population haïtienne, c'est très bien intégré dans la population francophone, à un moment où ce que les tensions entre francophones et anglophones étaient au plus haut. Sans nier qu'il existe des problèmes de racisme, puis je dirais même de racisme systémique, sans nier qu'il y a des conversations à avoir, mais il y a vraiment une grande prudence à ne pas avoir cette conversation-là à l'intérieur des catégories qui seraient imposées par le Canada anglais. Là, je reviens peut-être vers Léa sur la question de la police. On fera le tour encore. En France, on dit, beaucoup de gens disent, il n'y a pas la violence policière, ça n'existe pas. Parce que les policiers sont représentants de l'ordre républicain et ils font leur boulot. Il n'y a pas de violence policière. Avant, on parlait de bavure, on ne parle plus de bavure aujourd'hui. On dit qu'il y a des violences policières et beaucoup de gens contestent ça. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu penses, comme aux États-Unis, c'est flagrant qu'il y a eu là une violence par rapport à cette histoire de Adama Traoré. Est-ce que tu penses que c'est la même chose, que c'est la même violence que des flics qui se croient tout permis parce qu'ils sont flics? Ou est-ce que là, tu fais une différence? Bah, déjà, je voudrais faire une première différence entre le fait que la police serait raciste et le fait qu'il y a des racistes dans la police. Ou le fait que la police, voilà, c'est ça, de dire la police est violente, c'est différent que de dire il y a des abus de violence au sein de la police. Et je pense que ça, c'est déjà une première distinction à faire. Mais qu'est-ce que tu penses? Tu pencherais plutôt de quel côté, toi? Ben, j'ai déjà donné ma définition des deux et puis après je vais donner mon avis, mais je pense que c'est une première distinction à faire parce que dès qu'on parle de gros problèmes de société, on a toujours tendance à une généralisation et à une absolutisation avec des lettres majuscules de concepts ou de principes qui sont portés aussi par des gens et l'humanité est en soi diverse et les expériences sont en soi diverses. Et c'est quand même important, par respect pour l'ensemble des personnes qui constituent la police, de pas tous les mêmes dans le même sac. De la même manière que quand on cherche à lutter contre le racisme, on n'a pas envie de mettre les blancs avec un grand B dans le même sac, les noirs avec un grand N, parce que c'est un non-sens par rapport à la dignité humaine de l'ensemble des personnes qui représentent ce groupe. Aux États-Unis, il y a tout à fait autre chose. Hein. La police, il n'y a pas de police nationale d'ailleurs, elle est fédérale. Et souvent, on a vu c'est Atlanta ou c'est dans quelle ville la police a été dissoute parce que c'était un ramassis de gens qui avaient des pratiques extrêmement raciales, quoi. Je veux dire, il y a quand même une différence fondamentale là entre les États-Unis. La municipalité de Minneapolis a annoncé qu'ils allaient effectuer une réforme au sein de la police. Mais bon, c'est aussi une réponse à des slogans. Non, mais ça, c'est pas imaginable en Europe, de dissoudre l'ensemble d'un système policier. Je pense même pas que ça arrivera, même à Minneapolis. Ils veulent juste réformer. Et ils ont juste utilisé un langage prudent pour, je pense, ça c'est mon analyse, pour envoyer un signe aux manifestants que leur revendication était entendue d'une certaine manière. Mais il y a beaucoup de termes qui sont parfois même piégeux, hein, franchement. Même l'expression violence policière est problématique, puisque il faut savoir que, tout comme l'armée, dans n'importe quelle démocratie, la police a l'autorisation légitime de l'emploi de la violence. On n'a pas la violence légitime. Oui, c'est légitime. Mettre des menottes à une personne, c'est une violence. Hein. Enfermer quelqu'un derrière des barreaux, c'est une violence. Mais ce sont des violences qui sont légitimes. Elles sont considérées comme justes parce qu'elles sont faites au nom de l'État qui entend faire régner l'ordre et la justice. Donc en soi, la violence policière, je sais que c'est glissant ce que je vais dire, mais en soi, la violence policière, c'est pas un problème en soi en fait. Le problème, c'est la brutalité de la police. Donc c'est l'emploi excessif de la force, en dehors de ce qui est raisonnable, en dehors de ce qui est même légal, parce que même si c'est légitime, c'est encadré par le droit. Et donc c'est ça véritablement le problème. Tu as parlé de violence raisonnable, d'utilisation raisonnable de la violence. Je pense au Canada, où vous parlez beaucoup d'accommodement raisonnable. Est-ce que vous avez un truc comme ça au niveau de la police? Oui, ben en fait, ça vient du droit anglais, hein, du common law, qui est utilisé aussi au Canada, qui dit que un citoyen peut faire usage de violence dans la mesure où c'est comment dire, le niveau minimalement raisonnable, proportionnel. Donc, si quelqu'un
essaie de me détrousser, ben, je peux lutter contre lui, mais je peux pas le tirer. Mais aux États-Unis, par contre, dans, je pense, 49 des 50 États, ils ont ce qu'on appelle le Castle Law, qui considère que chaque citoyen dans sa maison et dans son château. Donc, si quelqu'un rentre dans la maison, ben, il peut l'abattre. Il peut abattre un cambrioleur sans poser de questions. Donc, là, à ce niveau-là, il y a quand même des différences flagrantes entre la réalité américaine puis la réalité canadienne, puis même, j'imagine, européenne. Puis peut-être qu'il faut démêler un petit peu. Je peux comparer avec le Canada, je connais moins la réalité européenne aussi. Mais aux États-Unis, le travail de policier, c'est pas tout à fait considéré comme un travail qualifié. C'est, mettons, quelqu'un qui travaille dans un salon de coiffure, normalement, va avoir plus d'heures de formation pour être coiffeuse que pour être policier. Tandis qu'au Canada, c'est assez contingenté pour rentrer dans la police, puis souvent c'est des étudiants assez forts qui sont formés dans des instituts policiers. Donc c'est pas n'importe qui peut y rentrer. Pour replacer les choses un petit peu aussi dans la tradition biblique, je pense que le concept biblique de shalom, qui parle pas juste de paix, c'est-à-dire l'absence de conflit, mais qui parle de restauration des relations, elle implique que chacun a le droit de réclamer des relations sociales où on est reconnu et où on est inclus. Et donc, les personnes qui sont soupçonnées ou accusées ou ostracisées ont aussi voix au chapitre. Et le but, en fait, n'est pas simplement on ne parle pas seulement de justice réparatrice, c'est-à-dire, voilà, tu m'as frappé, tu mérites d'être frappé, mais aussi de justice restaurative, c'est-à-dire qu'il faut arriver à restaurer des relations saines où on peut être sûr qu'une institution comme la police est véritablement s'efforce et s'évertue à protéger, à exercer le droit et la justice, et est composé d'individus qui, eux aussi, peuvent faire des erreurs, peuvent mal réagir sous le coup de l'adrénaline, peuvent aussi être victimisés. La toute dernière manifestation qu'il y a eu à Paris, les trois quarts des blessés, c'était des policiers. Ouais. Et il faut réaliser ça aussi. La vision, si on veut cultiver une perspective biblique qui, je pense, à sa justesse, c'est de voir non seulement le côté réparation dans la justice, mais le côté aussi restauration. Et tout le message de l'évangile, c'est ça. Jésus vient pour abattre les barrières, le mur de séparation, la lettre aux Éphésiens, justement pour permettre que des personnes ou des groupes qui vivaient dans l'hostilité, le mur de séparation, c'est-à-dire l'hostilité, puissent être réconciliés. C'est une vision qui est portée au travers de la Bible jusque dans le dernier livre, l'Apocalypse. Et c'est une vision que, en tant que chrétien, en tant que personne qui s'associe à cette vision biblique, on devrait poursuivre aussi individuellement dans notre vie associative au sein de la société et aussi collectivement en tant qu'Église.